Bonjour à tous et bienvenue dans les Off du Web Today, une émission entièrement consacrée à l'un des événements majeurs du numérique en France. Le Web Today, c'est la 6e édition pendant 3 jours ici dans un lieu incroyable, un lieu emblématique des arts numériques, ici en plein centre du quartier de la création à Nantes. Nous sommes à Stéréolux, dans le hall de Stéréolux. Juste à côté de moi, il y a les nefs avec les fameuses machines de l'île de Nantes. Et avec Denis, nous allons pouvoir vous présenter pendant près d'une heure, journaliste à Télé Nantes. Bonjour Denis. Bonjour. Nous allons vous présenter pendant près d'une heure les coulisses, on va dire, de cet événement. Je vous le rappelle, 3 jours, 2000 personnes sont attendues, Denis. Absolument. Plus d'une centaine de speakers, 70 conférences, des démos, des duplex. Bref, vous n'allez rien rater. Alors, vous allez pouvoir réagir directement à l'émission via les hashtags les off et hashtag WebToday. Et notre premier invité fait désormais partie de la grande famille de ce WebToday, puisque elle parraine, elle sponsorise l'événement pour la seconde fois. Elle va nous dire d'ailleurs si c'est toujours le seul événement en région que Google sponsorise. C'est Elisabeth Bergès. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations institutionnelles chez Google France, en charge notamment de développer l'innovation du numérique. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, vous avez fait la conférence de lancement aux côtés de notre secrétaire d'État en charge du numérique, qui est Axel Lemaire. Alors avant de parler de votre implication au sein du Web Today, qu'avez-vous pensé déjà du discours de notre secrétaire d'État chargé donc du numérique et bien sûr quelle est l'importance de Google, pourquoi la France est si importante aux yeux de Google? Alors, effectivement, merci de m'avoir invité et je l'ai dit ce matin très spontanément, mais j'ai effectivement été ravie des discours des différents élus et de la ministre. J'ai retenu de mon côté principalement 3 choses qui me paraissent fondamentales. C'est qu'ils reconnaissent tous l'importance du web et de l'Internet pour créer de la valeur et créer des emplois. C'est bien de le dire, c'est important de le dire. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on est ici à un événement très tourné start-up, mais le numérique, il faut qu'il atteigne les grandes entreprises traditionnelles. Donc, il y a une conférence aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, sur web et industrie. Donc, c'est vraiment un grand sujet. Et la troisième chose qui me paraissait très intéressante dans leur discours, c'est aussi le web comme facteur d'inclusion. Nous, on est quand même assez convaincus chez Google que c'est un espace formidablement démocratique, le web. Et il ne faut pas laisser des gens en dehors de cela. Donc voilà, ce sont des éléments qu'il est toujours bien d'entendre dans le discours des pouvoirs publics. Magali Olivier le disait ce matin, c'est une année charnière pour le Web Today. C'est cette année que le Web Today pourra devenir non plus le 2e événement web en France, mais peut-être un des événements européens majeurs. Google s'intéresse de près à tous ces événements, notamment à Paris, à Nantes. Vous êtes désormais présent officiellement en tant que partenaire. Quelle dynamique vous trouvez ici dans les filières numériques et quel est votre regard sur cette dynamique ? Alors du coup, je me rends compte que je n'avais pas répondu à votre question sur la France. Juste un mot là-dessus. La France, c'est un pays extrêmement important. On a, il y a quelques années déjà, décidé de, justement, les dirigeants de Google ont décidé d'investir assez largement en France avec le grand bureau parisien, avec effectivement un certain nombre d'initiatives en partenariat avec des écoles, des incubateurs et puis tout ce monde associatif autour du numérique. Et donc, effectivement, ça s'est fait aussi, je l'ai dit, nous, on a historiquement beaucoup rencontré les équipes de Silicon Sentier. Ça nous a conduit vers la cantine, vers Atlantique 2.0. Et c'est vrai que force est de reconnaître que c'est effectivement un événement d'envergure. Ils disaient ils étaient toujours la première visite en région des ministres, mais nous on est tombés sur eux aussi dans cette même logique, je pense, parce qu'ils sont incontournables. Il y a une sorte de filiation d'ailleurs entre aussi Silicon Sentier et Nantes, puisque Numa est aujourd'hui partenaire également de cet événement. Qu'est-ce qu'il faut pour créer localement une filière numérique? Est-ce que celle de Nantes vous semble mature? Alors, pour ce que j'en vois, ça me semble quand même plutôt bien parti, en tout cas. Et alors, je ne saurais pas ce qu'il faut forcément comme ingrédient. En revanche, c'est exactement le thème de l'intervention de Dizzy Vidra, responsable de Google for Entrepreneurs pour Google, du coup, qui sera là tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant de lui demander. Mais je pense que il faut des acteurs, il faut une communauté. L'ouverture du Numa, c'était 8000 personnes dans la rue. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, tout simplement. Et il me semble qu'ici, ils sont vraiment très, très aboutis là-dessus.
Est-ce que c'est toujours le seul événement numérique que vous parrainez en région? Alors c'est une bonne question parce que si vous saviez le nombre de demandes que je reçois, effectivement, il n'y a pas d'équivalent. Il y a peut-être des choses qu'on fait en région parce que Martin Gorner, qui s'occupe des relations avec les développeurs, voilà, essaye de se déplacer beaucoup, mais pas sans commune mesure avec le Web Today. Donc voilà, l'événement qu'on soutient vraiment, c'est le Web Today. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, quand vous avez rencontré Adrien Pogetti, donc le directeur général d'Atlantique 2.0, vous vous êtes dit, on ne peut pas passer à côté de ce garçon, d'accord, et de son événement? Écoutez, je sais pas, bon, il a bien su se vendre. J'ai l'impression qu'il vous a un peu séduite. Hein. Il a bien su vendre la région. Non, mais enfin, c'est même pas... voilà. Et puis bon, faut pas aller trop loin dans la concurrence entre les régions. Il se passe des choses fabuleuses partout, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment installé quelque chose de fort ici. Ce qui est clair, c'est que Nantes a pris de l'avance. Vous portez même d'ailleurs le badge de Nantes Tech qui représente la candidature de Nantes à la French Tech. C'est aujourd'hui s'ouvre aussi d'ailleurs la fête de la French Tech officiellement. Ouais, c'est vrai. Il y a énormément de pépites aujourd'hui en France en termes de start-up. Est-ce qu'on est à quelle période on est? Est-ce que les start-up aujourd'hui sont matures dans leur manière de se développer? Est-ce qu'elles sont suffisamment accompagnées aussi par l'écosystème numérique, par les administrations? Est-ce que ça vous semble facile aujourd'hui de créer des start-up en France? Je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est beaucoup. Et où elles en sont, j'ai l'impression que, voilà, on a peut-être connu une première vague. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'Internet existe vraiment dans nos vies quotidiennes. Et voilà, il ne s'agit plus forcément, selon moi, de faire le prochain Google ou de répéter des modèles existants, mais vraiment de transgresser ce qui existe, de répondre à des besoins. Et ça, voilà, il y aura aussi une intervention qui porte là-dessus sur l'économie de la disruption, parce qu'on est vraiment là-dedans aujourd'hui. C'est tout de suite aller directement répondre à un besoin, quitte à casser les modèles existants. Est-ce que vous êtes venu avec une liste de courses ici? Alors je sais que ce n'est pas votre travail, hein, mais Google est toujours à l'affût des nouvelles entreprises qui créent des innovations. Il y a énormément d'acquisitions ces derniers temps par Google. Est-ce que vous êtes venu avec une liste de courses à Nantes? Alors vous avez bien répondu, parce que c'est pas du tout ma fonction et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe sur l'aspect vraiment investissement au titre de notre activité de fonds. Là, c'est plutôt les startups qui viennent à nous et qui peuvent candidater pour être soutenues par Google Venture. Et puis, pour les acquisitions, alors là, c'est voilà, une toute autre démarche qui est un tout petit peu plus stratégique et qui se passe d'autres façons, quoi. Voilà. Bon, oui, on sait que Google est toujours à la pointe de l'innovation. Alors, c'est vrai que pendant ces 3 jours, on va beaucoup parler. Alors, vous savez de quoi je vais parler, mais on va beaucoup parler d'objets connectés. Alors, je vais vous montrer quelques images de cette fameuse Google Car. Le self-driving, la voiture autonome. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, même si je sais que vous n'avez pas toutes les clés en main, le dossier en main? Non, parce que je l'ai vu autant que vous en vidéo, pas en vrai. Je ne l'ai pas testé, pas essayé. Voilà, c'est plutôt à vous de me dire ce que vous en pensez finalement. Hein. Bah là, vous êtes à la pointe de l'innovation. Moi, la question que je peux vous poser, c'est jusqu'où vous êtes capable d'aller, quoi, chez Google? Et je ne vous répondrai pas car je n'en sais rien. C'est nos limites. On en parlera sans doute tout à l'heure avec Olivier Ezrati, qui est un observateur attentif de ces types d'évolution en termes d'objets connectés. Ouais. Juste pour info, est-ce que vous avez ciblé quelques conférences auxquelles vous vouliez assister avant de venir, qui pourraient vous donner des pistes en termes d'innovation ou pas? Ou est-ce que vous êtes venu comme ça, juste pour visiter, parce que c'est sympa? Les deux, mais non, bien sûr, des conférences, j'en ai repéré. Alors, donc, voilà, il y aura aujourd'hui, en fin de journée, il va clore la journée Easy Vidra, et encore une fois, il sera là que au Web Today, donc faut en profiter aussi. Et lui, justement, il va donner un peu une overview de quelles sont les recettes pour voilà, un Startup Hub, un Tech Hub pour réussir. Okay. Donc je pense que ça peut intéresser nos amis nantais. Et puis il y a aussi justement une conférence sur web et industrie. Je pense vraiment que c'est une problématique essentielle. Il y aura la CCI, je crois, qui doit intervenir dessus. Les Startup Stories, je trouve que c'est toujours génial parce que voilà, écouter une Pauline Legnaud, créatrice de Gemio, qui vend des bijoux online, c'est rafraîchissant. Il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans. On a besoin de ces histoires-là ou encore de CAPA qui
voilà. Ça va, vous êtes bien renseigné quand même. Oui, parce que je les connais aussi et vraiment c'est important. Ce sont des personnes à aller voir. On a besoin d'entendre ces histoires. CAPA, ça fait du matching entre l'offre et la demande d'emploi, c'est juste essentiel, quoi. Alors Elisabeth, je vais vous présenter un garçon puisque ça s'appelle les off du Web Today. Et ce garçon-là, c'est un peu les off du off. Il s'appelle Damien, voilà, il commence déjà son concours de selfie. Damien alias Man Today. Alors on va en profiter pour appeler les internautes à lancer des défis à notre ami, puisqu'il va devoir faire des petites capsules comme ça qu'on va diffuser tout au long de l'émission. Bonjour Damien, ça va bien? Bonjour, ça va très très bien. Bon alors pour lancer des défis, c'est le hashtag Man Today, c'est ça? Hashtag Man Today. Et donc il y a un concours de selfie. Exactement, il y a un concours de selfie qui a très bien démarré puisque j'ai réussi à faire un magnifique selfie avec Johanna Roland. Tu l'as montré ou pas à la caméra? Non, je peux vous le montrer. Hein, en live, je vais vous montrer ça. Attention, voilà. Si la caméra voit le magnifique selfie que j'ai réussi à faire avec Madame le maire. Eh bien, Damien, je te propose de faire un selfie avec Elisabeth, Denis et moi-même. Ah bah avec grand plaisir. D'accord, on sera le deuxième. On voulait bien faire partie du concours? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, venez. Hop, attention. On passe. Venez, on va se déplacer. On va faire un petit selfie comme ça. Et tu le tweets illico, hein? Et voilà, comme on dit, c'est dans la boîte. Elisabeth, je vous présente un garçon que vous connaissez certainement. Olivier Ezrati, consultant en stratégie de l'innovation, spécialiste des médias numériques. Vous le connaissez, j'imagine? Oui. Oui. Vous devez vous croiser souvent. Voilà, vous avez dû vous croiser. Exactement. Ouais. On expliquera pourquoi vous connaissez bien, parce qu'il a plusieurs casquettes. Olivier, merci. Merci vraiment. On s'est eu au téléphone il y a quelques temps. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je me suis dit, il faut absolument qu'il vienne en émission. Olivier, juste première question, qu'est-ce qui vous intéresse autant, parce que vous êtes spécialiste des médias, qu'est-ce qui vous intéresse autant dans les médias numériques? Moi, je suis passionné de télévision, de cinéma et de photo. Je fais de la photo. On en parlera tout à l'heure. Et vous êtes venu équipé. Et je suis depuis pas mal d'années toutes les évolutions technologiques dans le monde de la télé. Alors la télé connectée, le deuxième écran, les nouvelles technologies, les nouvelles résolutions. J'étais à Roland-Garros ce week-end pour voir comment ils ont fait pour la première fois une diffusion en très haute résolution en 4G, oui, exact. En 4K et aussi en 4G par ailleurs avec Orange. Vous en êtes sorti convaincu? Ah oui, tout à fait, convaincu. La question, c'est pas une question binaire. Ce que j'ai vu, c'est à quelle vitesse cette technologie était en train de maturer pour améliorer la qualité de la restitution, du côté immersif de l'image pour le sport, où c'est vraiment très important. Vous étiez récemment aussi au MIP TV, là où on voit un peu comment les grands médias s'approprient les nouvelles technologies. Est-ce que de ce côté-ci, vous avez trouvé de l'audace? Au MIP TV? Alors, au MIP TV, j'ai vu c'est à Cannes, hein, donc c'est le salon de la télévision qui a lieu à Cannes, qui est la foire des contenus nouveaux pour les chaînes. Et donc, on voit beaucoup d'innovations très intéressantes, à la fois dans les formats des contenus, dans l'intégration du social et du numérique dans la manière de créer des formats. On voit aussi des formats qui sont dits multicanal, multi-écran. Donc, il y a des séries de télévision classiques qui passent à la télé, mais dont il y a des déclinaisons sur des sites web, sur des applications mobiles. Il y a des jeux qui appellent un peu le transmédia aussi. C'est ce qu'on appelle le transmédia. Donc ça se développe pas mal. Et l'autre phénomène que j'ai vu à Cannes cette année qui était assez intéressant, c'était la multiplication des sources de production de vidéos pour YouTube. Alors ça fera plaisir à ma voisine. Il y a énormément de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de création, très souvent d'ailleurs liés aux marques. Alors qui sont soit des producteurs elles-mêmes, productrices elles-mêmes de contenu, soit qui financent des contenus assez indépendants issus de producteurs qui font des trucs assez space. C'est très intéressant. Ce modèle de chaîne YouTube, ça vous semble déjà économiquement viable? Non. La réponse est non. C'est peut-être le gros problème aujourd'hui. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui font la vidéo pour YouTube, en général, ils n'en tirent pas énormément de revenus. Par contre, ça a un bénéfice indirect. Les marques qui sont présentes sur YouTube, elles arrivent par ce biais-là, à avoir une audience très importante qui permet après de monétiser d'autres services. Alors moi, j'ai un ratio que j'aime bien, qui d'ailleurs avait été cité par quelqu'un de YouTube à Cannes, c'est que le fameux Gangnam Style là, de Psy a généré 2 milliards de vues. Alors 2 milliards de vues, c'est sympa, mais combien d'argent ça fait? Alors le chiffre qui est officieux, c'est aux alentours de 1 à 2 millions de dollars moi, je les prends de quand revenus même, publicitaires. Mais la K-pop, ça représente 5 milliards de dollars. Donc on voit qu'en fait, dans les ratios, c'est un outil qui sert à propulser
Voilà. La connaissance d'un sujet nouveau, donc en l'occurrence là un mec qui chante, et le côté space est assez dynamique de la vidéo. Et derrière, ça permet de faire du spectacle vivant, ça permet de vendre les disques en dématérialisé sur iTunes ou ailleurs, et ça permet de développer un business global. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi photographe, vous avez plusieurs casquettes. Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. On va voir des images du shooting de l'année dernière lorsque vous étiez venu sur le plateau de Télé Nantes présenté par Anne-Lise Thomine. Alors on va en voir quelques images. Alors vous avez déjà eu l'occasion de... regardez face à vous. Vous avez eu l'occasion de faire des photos avec Elisabeth déjà ? Tout à fait. Elisabeth, j'ai eu l'occasion de la photographier au siège de Google à Paris, qui est un bâtiment extraordinaire d'ailleurs. Et elle aussi est extraordinaire, mais tout est extraordinaire chez eux. Il y a un étage avec des développeuses et des développeurs avec une 2 chevaux au milieu. C'est très original du point de vue architectural. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau photographie, vous êtes un peu le Julio Iglesias de la photographie, le Patrick Bruel du réflexe. Alors dit comme ça fait un peu bizarre, mais vous vous intéressez qu'aux femmes numériques. Ah bah oui, c'est une monomaniaque. Non mais la raison pour laquelle je fais ça... Elisabeth, vous confirmez ? Et je confirme, mais il était précurseur surtout parce que voilà, maintenant, effectivement, il est de bon ton de parler de la représentation des femmes, la visibilité des femmes sur le web, etc. dans l'entrepreneuriat, mais tu as commencé ça, on n'en parlait pas, voire peu. Alors, il a chopé un super créneau, on est d'accord, hein, aller photographier les femmes, s'intéresser à elles. Et c'est un engagement, est-ce qu'il se fait plaisir, c'est la question. Mais on ne le fait pas que pour des raisons esthétiques, on le fait parce que c'est intéressant et c'est utile pour la société de valoriser le rôle des femmes dans l'ensemble des métiers du numérique pour augmenter leurs proportions. Et d'ailleurs, dans ce projet, on fait vachement attention à ce qu'il y ait une surreprésentation des femmes qui sont dans les métiers où il y a peu de femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes dans la com, dans les RH, dans les métiers de support, ça c'est statistiquement connu. Il y a beaucoup plus de femmes dans les écoles de commerce qu'il y en a dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, on essaye de faire en sorte que, par exemple, les femmes qui sont développeuses, les femmes qui sont DSI, directeur informatique, les femmes qui sont directrices techniques, les femmes qui sont chefs de projet soient plus représentées parce que c'est là où il y en a le moins. Et donc on corrige par ce biais-là la représentation qu'on se fait des métiers du numérique auprès des jeunes femmes qui doivent chercher à s'orienter sur le marché du travail. En 20 secondes, Olivier, est-ce que vous êtes capable en 20 secondes? C'est tout un programme cet après-midi. Il faut absolument aller vous voir dans la salle Maxi pour votre conférence puisque le thème c'est l'incroyable monde des semi-conducteurs et vous allez faire un peu de chimie. Alors oui, je vais faire de la chimie, je vais commencer par la chimie, mais je vais faire un tour d'horizon à 360 degrés en 40 minutes de l'industrie des semi-conducteurs. Ça va être génial, je le dis en avance, doute pas, c'est pour ça. Et surtout, ça va permettre de découvrir à la fois les dessous de la fabrication de ces engins qui sont dans vos smartphones, dans vos tablettes et dans vos ordinateurs. C'est la brique élémentaire du numérique en quelque sorte. De découvrir la filière française dans le secteur qui est totalement méconnue. Et d'ailleurs, les internautes pourront réagir, hein, même les personnes qui sont dans la salle, via le hashtag MaxiW2D. Donc voilà, merci à vous deux d'être venus sur le plateau des off du Web Today. On va enchaîner dans un instant avec Lucille de Stereolux sous les nefs. On va faire une petite démo, elle va nous expliquer un peu comment ça se passe sous les igloos après un nouvel épisode du Man Today. Bienvenue au premier jour du Web Today. Oui, j'avais envie de le dire très très fort, merci. Merci. Premier défi, grosse rattraction. Un truc à sensation forte, un truc énorme. Mieux que la tour infernale, suivez-moi. Qui de l'homme ou de la machine remplira ce défi? Dansez de manière sexy. Nous sommes donc sous les nefs du hall de Stereolux. Alors je suis en compagnie de Lucille Colombin qui est responsable des arts et laboratoire et arts de Stereolux, c'est ça? Oui, du laboratoire arts et technologies de Stereolux. Oui, voilà, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, hein, je viens de courir. Alors en fait, avant de parler justement de ce qu'on va voir sous les tentes, sous les igloos, concernant Stereolux, je voudrais qu'on en parle un petit peu comme de Stereolux, parce qu'on est quand même dans un endroit magique. C'est un peu aussi grâce à vous, parce que c'est la deuxième fois, enfin depuis 2012 en fait, vous accueillez le Web Today ici. C'est un peu grâce à vous si ça prend une dimension un peu plus importante d'année en année. Alors Stereolux, c'est quoi et ça s'adresse à qui?
Alors Stereolux, c'est une association et un projet culturel qui est accueilli à la Fabrique. Donc ici, c'est les deux bâtiments qui sont juste à côté de nous. Et ici, on est sous les nefs. Et les nefs, donc, qui est un espace qui accueille un certain nombre d'autres projets, dont les machines que tout le monde connaît très bien. Donc Stereolux, c'est un lieu culturel qui accueille des concerts, le festival Scopitone qui est bien connu, donc qui est dédié aussi aux arts numériques, qui a aussi un volet d'ateliers autour de la création numérique pour le grand public. Et enfin, le laboratoire Arts et Technologies, qui est un petit peu le dernier né des projets. Dont vous êtes la responsable. Voilà, effectivement. Et en fait, nous, on fait travailler ensemble des artistes, des entrepreneurs et des chercheurs sur les nouveaux usages des technologies numériques. Alors qu'est-ce qu'on va voir sous les tentes pendant ces 3 jours du Web Today? Alors sous notre tente ici, on voit un certain nombre de projets qui ont été soit développés, soit soutenus par le laboratoire. Donc je peux vous en présenter bien sûr, allez-y, je vous suis. Quelques-uns. Donc ce projet très original qui, avec un certain nombre d'autres, ont été développés pendant un workshop qu'on a organisé ici à Stereolux. Donc ça s'appelle Soif de partie. Donc c'est un projet, c'est un petit peu un pianoctel qui en fait capte en temps réel les flux des partis politiques sur Twitter et donc qui à un instant T génère un cocktail. C'est génial. Ouais, voilà, donc on peut goûter un petit peu l'équilibre politique à un moment donné. Je peux goûter? Oui, tout à fait, ouais. Donc le FN en blanc, donc évidemment l'UMP en bleu et donc il y a plusieurs parfums. C'est alcoolisé. C'est alcoolisé? Ouais. Bon, en rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vais essayer juste en goûter un. Je peux en goûter un, ça vous dérange pas? Je vais voir quand même. C'est excellent. Et on a le petit papier qui correspond au cocktail. Donc il y a un petit nom qui est un mélange. Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que j'ai oublié le micro. On a un petit papier qui reprend le nom du cocktail et en fait c'est un mélange avec des jeux de mots en jouant sur les noms des responsables politiques. Donc là on a le Jean-François Le Pen par exemple. D'accord, tout un concept. Hein. Voilà. Bon alors attention parce que de l'autre côté on va parler météo. Venez, approchez-vous, on va parler météo. Donc on peut imaginer que dans quelques années, on puisse avoir ça soit chez soi, soit pourquoi pas dans un lieu public. Donc ça c'est une lampe qui est connectée à Internet et qui donne les prévisions d'intempéries à Nantes dans 1 heure. Alors il ne va pas pleuvoir là dans les 3 prochains jours, il va même faire très très beau, mais pour les besoins de la démo, on a décidé qu'on a fait comme s'il pleuvait. D'où les grosses bulles. Voilà, donc en fait les gouttes qui tombent, leur fréquence et puis également leur grosseur indiquent la qualité et la quantité de précipitation. On va voir vite fait, très rapidement, en quelques secondes, ce qui se passe sous les tentes. Venez avec nous. Alors là nous sommes devant un Minitel, alors on imagine qu'on n'est pas à la pointe de la technologie. Oui mais en fait finalement on travaille beaucoup avec les objets connectés, le vintage et on peut tout à fait imaginer d'avoir des interfaces qui vont reprendre des objets anciens. Donc là ici on a un Minitel qui a été complètement refait de l'intérieur avec un micro-ordinateur, une carte vidéo qui a été refaite et donc c'est un petit peu un clin d'œil parce que le Minitel a été débranché il y a 2 ans. Mais là, maintenant, grâce à des technologies à bas coût, on l'a reconnecté à Internet et on peut en fait développer dessus les programmes qu'on veut, diffuser des flux vidéo. Voilà, c'est génial. C'est incroyable ce que vous faites. Merci en tout cas Lucille, c'est très sympa de nous avoir accueillis sous la tente de l'igloo, donc les igloos de Stereolux sous les nefs. Alors vous allez rester avec nous, on va accueillir en plateau donc un nouvel invité, il s'appelle Nicolas Huchet, c'est un garçon qui donne beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes, il est bourré d'idées et surtout bourré de talent. À vous Denis. Oui Vincent, on est toujours avec Olivier Ezrati, mais nous a rejoint Nicolas Huchet, bonjour. Vous avez développé une main qu'on voit là sur votre table, une main bionique. Alors votre projet s'appelle Bionico Hand. Expliquez-nous en 2 mots de quoi il s'agit. Bionico Hand, il s'agit d'un projet porté par le Lab Fab de Rennes qui consiste donc en la fabrication d'une prothèse de main pour les personnes amputées en utilisant des technologies open source, hardware open source, etc. dans le but de fabriquer une prothèse de main à un prix accessible puisque le prix est très élevé de 15 000 à 70 000 euros. Pour que cette prothèse puisse être accessible pour les personnes dans le monde entier en fait. Voilà. Il y a beaucoup de sujets dans votre travail, les Fab Labs, les imprimantes 3D, le collaboratif. Je voudrais juste qu'on revienne 2 secondes sur votre histoire parce que ce projet, il est pas né d'une idée en l'air. Concrètement, c'est un besoin personnel. C'est un besoin personnel effectivement. Donc moi je porte en fait ce qu'on appelle, ça s'appelle une prothèse myoélectrique. C'est une prothèse que je peux faire bouger par le biais des contractions musculaires de mon bras.
Et suite à un accident, donc je porte une prothèse depuis une dizaine d'années. Le problème, c'est que j'ai voulu avoir une nouvelle prothèse. Celles-ci ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc il y a un vrai travail d'accessibilité en fait, de la santé dans le monde aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant avec ce projet. Donc votre invention, c'est pas tant une invention ou un travail technologique, mais plus sur le partage et la possibilité de créer quelque chose à faible budget, Voilà, ouais, collaboratif. Alors, en fait, là, le résultat de ce travail, c'est du bénévolat déjà. Toutes les personnes qui se sont lancées dans le projet ont travaillé bénévolement. Tout le monde a mis de sa poche. Et c'est grâce à ça qu'on a pu y arriver. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Ça a commencé, cette histoire, au Fab Lab de Rennes, qu'on appelle le Lab Fab. Ça s'est passé comment, la rencontre avec eux? Et quel est l'état d'esprit d'un Fab Lab, pour ceux qui ne connaissent pas trop? Donc la rencontre s'est passée totalement par hasard. J'étais à un salon comme celui-là et je les ai rencontrés à Rennes et je leur ai simplement demandé si c'était possible de fabriquer de ma robot. Sauf qu'ils m'ont dit bah oui, c'est possible. Ouais. Et l'esprit du Lab Fab de Rennes, c'est de dire c'est d'ouvrir déjà un laboratoire de fabrication au grand public. Et qu'en tant que citoyen, moi je peux venir, je ne suis pas ingénieur, je peux dire bah voilà, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider? Et eux ils vont dire bah oui, on ne va pas vous réaliser votre projet, par contre on va vous aider à utiliser les machines et les outils pour le réaliser. En échange, on veut que votre invention, vous la mettiez en open source, c'est-à-dire accessible sur le site. C'est l'enjeu, ça vous allez bien, parce que c'est votre objectif. C'est ça l'esprit un peu des Fab Labs, en tout cas l'esprit du Lab Fab, c'est ça quoi. Vraiment celui de Rennes, c'est ça. Ouais. Et donc vous avez rencontré Gaël Langevin et sa fameuse imprimante 3D. Et donc Gaël Langevin, voilà, un sculpteur français qui est sur Paris, qui a conçu un robot imprimable en 3D, qu'il a mis sur un site internet. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré en fait. Voilà. D'accord. Alors pour info, avant qu'on fasse une petite démo comme ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler le but? Il y a une phrase qui est typique sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Oui, je pense savoir laquelle tu veux dire. Je pense que c'est le but du projet, c'est effectivement de donner un coup de main au manchot pour qu'une prothèse ne coûte plus un bras. Voilà. C'est joliment dit. C'est vrai que c'est plein d'espoir pour beaucoup de personnes. Moi, je vous propose de regarder un très court extrait de la pose des capteurs. La pose des capteurs et comment ça fonctionne avec les muscles. Regardez. Donc, premier capteur, on a trouvé les emplacements idéaux, donc ici et ici. Donc cette électrode-là, elle ne se met pas sur un muscle. En gros, c'est le point de référence du capteur. L'électrode bleue, c'est l'extrémité du muscle qu'on veut sonder. Et l'électrode rouge, elle se met en plein milieu du muscle qu'on veut sonder pour avoir un maximum de tension mesurée. Voilà, donc premier capteur ici. Nico, si tu peux nous montrer l'autre côté de ton bras. Vas-y, donc là on a le capteur, le deuxième capteur voilà, en bas. Le deuxième capteur, il est là. Celui qui va se fermer en fait. Celui qui est ici. Donc si tu le bouges, Nico. Donc là si je contracte le capteur bas. Le bas, donc il fait ici, là je contracte, voilà. Donc là on a le capteur qui monte. Et à ce moment-là, je vais en descendre. Donc ça c'est ce qui va en fait dire fermeture et arrêt de la main. Fermeture, voilà. Alors Nicolas Huchet, cette main bionique, vous l'avez amenée avec vous. On va peut-être la voir en démonstration. Vous allez nous expliquer quels sont les différents éléments de cette main. Avec plaisir. Avec l'aide d'Olivier Ezrati. Alors oui, déjà pour préciser, donc moi je reviens d'un séjour aux États-Unis où je me suis baladé pas mal avec ma petite mallette pour la présenter dans des écoles, des universités, dont l'université Johns Hopkins aux États-Unis, à Washington. Je suis allé à une Maker Faire à San Francisco. La main a beaucoup voyagé, donc aujourd'hui elle est un petit peu dans un état, second. Elle a besoin d'un bon passage au stand. Bah alors, grosso modo, on a une main qui est imprimée en 3D, qui est téléchargée gratuitement sur Internet. Donc c'est la main du robot InMove de Gaël Langevin, sculpteur français, qui a créé donc tout ce robot téléchargeable gratuitement sur Internet. Cette main, à l'intérieur, on passe 2 fils de pêche dans chaque doigt. Et nous, c'est des fils de pêche, ça s'appelle des fils de kitesurf, qui sont reliés sur des petites poulies qui tournent comme ça. Et quand le moteur tourne dans un sens, ça ferme la main, et dans l'autre sens, ça ouvre la main. Ces moteurs, ils sont commandés en fait par la carte électronique qui est ici, qui est une carte Arduino, qui est une carte qu'on trouve dans le commerce à 20 €. Et cette carte donne l'information au moteur et va lui dire de tourner dans un sens ou dans l'autre. Et cette information, en fait, elle arrive par le corps. C'est le corps qui va dire... C'est le muscle en fait, c'est ça. C'est le muscle, ouais. Donc ici, on a des capteurs musculaires. Comme on l'a vu sur le sujet, oui. Voilà, c'est comme des électrodes qu'on a dans les hôpitaux, qu'on pose sur le corps. Et donc, il faut 2 capteurs. Un qui va donner... C'est d'interpréter les impulsions électriques des muscles, hein, c'est ça? Alors en fait voilà, c'est ça, c'est musculaire, le capteur prend l'information et ensuite on a un petit amplificateur qui est ici qui va amplifier ce signal et le transformer en courant électrique. Ce courant électrique il arrive dans la carte et donc voilà, il va fermer, ouvrir. Donc ici on a une fermeture et ici on a le capteur d'ouverture. Voilà.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour rendre cette main vraiment utilisable en termes de puissance, de portabilité? Déjà, la première chose, il faut améliorer le design mécanique. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de saisir un fil. Alors que c'est le premier but d'une main, c'est la pince. Donc il faut déjà avoir la pince. Ensuite, il faut miniaturiser tous les composants pour qu'ils logent dans la main et la rendre plus robuste. Donc comme tout est autofinancé, aujourd'hui, nous, on a décidé de créer une association qu'on appelait My Human Kit, qui regroupe des projets liés au handicap ou à l'autonomie des personnes. Et effectivement, on a besoin de lever des fonds pour acheter du matériel plus performant pour continuer à avancer dans l'aventure. Et le système collaboratif, pardon, il a aussi ses limites. Il a aussi ses limites, ce système collaboratif. Au bout d'un moment, il faut quand même beaucoup d'argent, peut-être un soutien privé plus important. Vous y avez pensé à ça? Bien sûr, on y pense, on en parle. On cherche des financements en ce moment pour créer une semaine de prototypage où on ferait venir justement Gaël Langevin. Pour faire avancer le projet. Et effectivement, oui, c'est une question. Donc le collaboratif, je pense qu'on peut aller très loin avec ça, puisqu'il suffit que si tout le monde donne un tout petit peu de soi, ça fait beaucoup en fait. Voilà. Donc on a un premier partenariat avec l'école de l'INSA de Rennes, une école d'ingénieurs où les étudiants de 4e année ont fait leur étude sur la conception d'une main mécanique. Ce projet va être ensuite repris par les 5e années. Et c'est une première chose, voilà. Ensuite, effectivement, on cherche des partenaires privés ou autres, je sais pas. Et pour rester sur l'argent, j'en appelle. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur le site internet. C'est un site open source d'ailleurs, bionicend.wordpress.com. Juste pour continuer et terminer là-dessus, en termes d'argent, ça va coûter combien au final? Combien vous espérez à quel prix vous pouvez en tirer de cette prothèse, par exemple, pour tout le monde, pour le grand public? Le prototype actuel, il a coûté à peu près 200 €. Là, on est à 200 € de pièce. Et ce serait vraiment, ce serait super que le prix total, le jour où la main sera fiable, robuste et utilisable, qu'on soit à un prix maximum de 1 000 €. Merci Nicolas en tout cas d'être passé sur le plateau des Off du Web Today. Merci à Olivier. Merci à Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre projet et vous soutenir, justement, on en parle. Je vous invite à aller sur son site internet et surtout à vous regarder sur la chaîne live de la salle Maxi cet après-midi. Donc vous allez animer une conférence à 15h20 sur le thème justement les infinies possibilités de l'impression 3D. Merci Nicolas. Merci à vous, bonne journée. On va continuer cette émission avec un duplex dans quelques instants. Une démo d'Oculus Rift. Vous allez voir. C'est pas mal du tout. Et je te laisse, Denis, avec nos invités, donc la responsable de Cdiscount. Et juste après, une nouvelle capsule du Man Today. Ce sera le défi skate. Premier défi du Man Today, challenge accepté. Hashtag Man Today, hashtag défi, hashtag skate, hashtag saut de la mort. Challenge succeeded. Voilà, et on se retrouve en plateau avec deux nouveaux invités du numéro 1 du e-commerce en France, Cdiscount. J'accueille donc Jean-Pierre Nicolas et Daniel Tauper. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous étiez tout à l'heure en conférence dans la salle Maxi pour parler de l'expérience utilisateur. Comment vous tirez quelles conclusions vous tirez de l'expérience utilisateur de votre site? Comment vous travaillez dans le back-office pour améliorer tout ça? D'abord pour présenter un peu Cdiscount, votre métier en 2 mots. Cdiscount, c'est le leader du e-commerce en France. On vend tout un tas de produits, du canapé au DVD en passant par le vin, par exemple. Et on a aujourd'hui plus de 10 millions de clients et on est une entreprise française basée à Bordeaux. On est 1500 employés à Bordeaux. Alors, le principe du e-commerce, c'est qu'il n'y a pas de local. Votre vitrine, unique vitrine, c'est un site internet. Vous portez une attention extrême évidemment à l'apparence de ce site, à l'ergonomie de ce site, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Comment vous travaillez au quotidien? Comment vous surveillez le comportement de vos clients sur le site? Alors, ouais, effectivement, Jean-Pierre et moi, on travaille sur des sujets front office, donc sur les évolutions des interfaces. Je dis des interfaces parce qu'on a finalement 7 types de sites, entre les sites sur PC, sur tablette et nos différentes applications mobiles. Au quotidien, on a tout un tas de sondes, on
peut caricaturer en disant que ce sont des sondes qui vont surveiller ce qui se passe sur le site, le comportement de nos clients, et qui vont nous permettre de récolter des données et donc d'améliorer et d'optimiser ces interfaces et de combler les lacunes qu'il peut y avoir afin de proposer à la fois la meilleure expérience à nos clients et puis d'optimiser notre transformation, parce que le but c'est quand même de faire des ventes. Ouais, Jean-Pierre Nicolas. Oui, alors, on a également aussi, on mène des tests utilisateurs. On prend des panels auprès des collaborateurs internes de Cdiscount parce qu'on veut essayer d'être le plus autonome possible pour mener ce genre de tests. Et on les rassemble autour d'une table, on leur propose différentes possibilités, différentes conceptions de différentes pages et différents templates de Cdiscount. Et on essaye d'identifier très rapidement les points bloquants, ce qu'il faut améliorer dans nos conceptions. Sur quoi on joue principalement? C'est quoi? C'est sur la taille des polices, sur les couleurs? Sur quoi aujourd'hui vous vous concentrez dans l'expérience utilisateur de votre site? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que l'équipe de Jean-Pierre, qui est plutôt sur la partie conception, va organiser l'agencement, la hiérarchisation de l'information, donc l'agencement des pages, comment vont être structurées les pages. Ça, c'est vraiment, je dirais, le point principal. Après, effectivement, il y a la charte, les couleurs, les polices. Et l'enjeu, c'est que le client trouve la bonne information au bon endroit facilement. Et c'est ce qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure lors de la conférence. C'est propre à Cdiscount. On a réellement tout un tas de dispositifs d'analyse et ce qui peut paraître un petit peu fouillis, un petit peu la foire, tout ça c'est maîtrisé. On mène des tests AB. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'axes d'amélioration et on est dans un processus d'optimisation continue de nos interfaces, mais c'est vrai que tout ça, c'est sous contrôle, j'ai envie de dire. Pourquoi ne pas avoir décentralisé ça, confier ça à un prestataire? Il y a des gens très bien qui font ça aussi, l'amélioration de l'expérience utilisateur. On va dire que c'est notre cœur de métier ou l'un de nos cœurs de métier, puisque bien sûr les achats ou la logistique en sont des autres. Mais l'expérience client et en tout cas l'optimisation de la transformation, c'est notre savoir-faire. Donc on a aujourd'hui des équipes en interne qui ont un savoir-faire de conception de page, des équipes qui sont expertes en termes de gestion de projet et des équipes de développement qui ont un vrai savoir-faire, une vraie compétence. Et du coup, l'enjeu, c'est de capitaliser sur ce savoir. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au jargon du e-commerce, la transformation, c'est transformer une visite en achat concrètement. Aujourd'hui, chez Cdiscount, on en est où? C'est-à-dire, quelle part des visiteurs finalement lâche sa carte bleue sur vos produits? On ne pourra pas vous donner de chiffres parce que voilà, c'est un univers très concurrentiel et du coup on ne communique pas sur ces chiffres. L'objectif, c'est que les courbes progressent, on va le dire comme ça. Très bien. Sur les Web Today, vous êtes venu, vous avez fait votre conférence. J'imagine que vous êtes attentif aussi à d'autres innovations. Vous avez déjà fait votre programme pour les 2 jours qui viennent, les 3 jours qui viennent? On a eu l'occasion de tester là tout à l'heure l'Oculus Rift et les Google Glass. Donc ça, c'était sur les stands qui étaient dehors. C'était assez intéressant de pouvoir pratiquer ce qui va être finalement peut-être l'un des nouveaux vecteurs de communication et d'achat de demain. Et d'achat, même vous y pensez même pour le e-commerce. L'idée, c'est de se poser la question de comment demain Cdiscount sera présent sur une appli Google Glass, comment Cdiscount sera présent peut-être sur l'Oculus Rift, même si ça se prête plus à du jeu vidéo pour l'instant. Donc oui, on y réfléchit, on commence à y réfléchir. Et sinon, cet après-midi, on voulait assister à la présentation sur tout ce qui est impression en 3D. Parce que là aussi, c'est un nouveau mode de fonctionnement et de consommation qui va se développer. C'est-à-dire l'idée peut-être de vendre simplement des modèles que le client achèterait et pourrait imprimer chez lui, c'est ça? Oui, par exemple, c'est vrai qu'il y a une partie de l'impression 3D qui va être dédiée au renouvellement de certaines pièces et donc de pouvoir les imprimer soi-même chez soi. Quel est le modèle pour un e-commerçant par rapport à cette nouvelle technologie? Justement, tout ça, ça reste un petit peu à définir. Mais c'est vrai qu'ici, à Web Today, il y a énormément de choses très très intéressantes à aller regarder pour des acteurs comme nous du e-commerce et du digital en général. Est-ce que c'est toujours judicieux d'être trop innovant en termes de marketing dans le commerce? Quand on regarde votre site, alors je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne, mais on est forcément sur des choses assez classiques qui fonctionnent très bien, parce que vous l'avez éprouvé. Est-ce qu'on a le droit d'être trop innovant en matière de commerce? Trop, c'est jamais bon. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc notre objectif, c'est d'être innovant si ça se fait au service, encore une fois, de la transformation et de l'activité. Donc tout ce qu'on va essayer de proposer en termes d'innovation et de nouveautés, on va les tester et on va les mettre en production et les ouvrir à notre audience uniquement si ça a un impact positif sur l'activité et pour le client. Donc on ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation, ça c'est certain.
Ouais, voilà, notre rôle c'est pas d'innover. Nous, le rôle de Cdiscount, en tout cas, c'est un peu, j'ai envie de dire, de tirer les prix du marché vers le bas pour démocratiser l'accès à certains produits. C'est ça la vocation première de Cdiscount, parce que vraiment on marge au minimum. Maintenant, non, on ne peut pas vraiment parler d'innovation, si ce n'est de l'innovation commerciale, sur essayer de trouver des mécaniques, des systèmes commerciaux qui vont permettre de payer encore moins cher les produits que l'on souhaite. Vous n'êtes plus une start-up, hein, ça on l'a compris. En revanche, ici, c'est un peu le royaume des start-up, notamment ici à Nantes. Quel regard vous portez sur le parcours de ces jeunes qui essaient de créer leur activité Alors, juste, on n'est plus une start-up parce qu'effectivement, on a une taille en nombre d'employés ou un chiffre d'affaires qui fait que je pense qu'on est hors de la catégorie des start-up. En revanche, en termes d'état d'esprit, de réactivité, etc., on garde des caractéristiques d'une start-up. Puis on est jeune, on a à peine une quinzaine d'années d'existence. Ouais. Le regard qu'on porte sur tout cet écosystème, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées et c'est hyper enrichissant, je trouve, de participer à ce type d'événement. En plus, on est voisins parce qu'à Bordeaux, on a aussi ce type d'événement qui arrive. Donc c'est passionnant de voir toutes ces idées et ces nouveaux concepts d'entreprise qui apparaissent. Et on travaille, nous aussi, beaucoup avec des startups de différentes tailles. Merci beaucoup, Daniel Topper et Jean-Pierre Nicolas. On va retrouver tout de suite Vincent, qui est encore parti, qui est en démonstration. Vincent ? Oui, Denis. Alors, comme tu peux le voir, j'ai un casque d'Oculus Rift sur les yeux. Autant te dire que je suis un petit peu perdu. À mes côtés, j'ai Julien qui est étudiant à Epitech et qui fait partie de Hub Innovation. Bonjour, Julien. Alors, bonjour, du coup. Alors, en fait, explique-nous un peu comment, déjà, quel est ton rôle au sein du Web Today, au sein du Hub Innovation. Est-ce que tu vas nous présenter ? Alors, en fait, je suis étudiant en deuxième année à Epitech. Et par rapport au Web Innovation, c'est en fait une sorte d'incubateur dans lequel on fait des projets personnels et pour lesquels l'école en fait nous soutient tant au niveau financièrement, ou tant au niveau du matériel. Donc voilà. Ok, alors déjà on va faire une démonstration d'Oculus Rift avec Super Mario Kart. Donc c'est plutôt sympathique. Tout à l'heure, juste après, on enchaînera avec des explications concernant l'Oculus Rift Car, qui est encore autre chose. Bon, pas de bol pour toi, Julien, parce que la démo est tombée à plat, en raid. Visiblement, la voiture ne veut pas fonctionner, mais il y aura des choses intéressantes à voir. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de m'expliquer un peu comment je dois procéder pour cette démonstration. Donc, tu vas me donner les manettes et je te laisse le micro. D'accord ? Ça me va. Alors, pour commencer, je vais quand même te mettre dans les mains devant toi. Vas-y, garde les bien ouvertes. Voilà, ça, tu tiens. Alors, pour les commandes, je pense que tu connais. C'est parti. C'est parti. Attention, j'accélère. Ok, donc j'ai vraiment l'impression d'être Super Mario là. Il y a juste un truc, en fait, c'est juste... J'ai une sorte de problème d'oreille interne et je sais pas combien de temps je vais réussir à tenir avant d'être malade. Alors, normalement, c'est pas un si grand problème d'oreille interne. Ah, c'est un problème de quoi alors ? C'est un problème de quoi ? En fait, disons que c'est plus une histoire d'habitude. Je pense que tu as souvent l'habitude de jouer à ce jeu à la troisième personne, à la vue aérienne. Ouais. Là, disons que c'est un changement, tu vois vraiment ça. C'est génial, c'est excellent, c'est excellent. Alors, hésite pas. Mais là, non, mais par contre, là, c'est bon, là, je commence à perdre pied. Alors, surtout, je tourne la tête. Oh là. Alors, tu viens de refaire le circuit à l'envers, ça marche pas forcément. Ok, bon. Merci Julien. Alors, on va se déplacer vite fait. Il nous reste quelques minutes. Il faut absolument que tu nous montres l'autre démonstration avec l'Oculus Rift Car. Oh, je suis complètement perdu. Alors, en fait, il faut que tu nous expliques en quoi consiste l'Oculus Rift Car avec ce volant, ce pédalier, cette voiture. Là, on est vraiment dans les objets connectés. Alors, du coup, en fait, l'idée de cette simulation, c'était uniquement, c'était de reprendre un volant, un pédalier de simulation sur PC et de l'utiliser via deux modules radio pour contrôler la voiture. Donc en fait, les pédales contrôlent le frein, les gaz, le volant contrôle du coup la direction et l'Oculus contrôle la caméra. Donc je ne sais pas si elle est encore allumée. Si elle est encore allumée, donc tu vois que la caméra bouge en fonction des différents mouvements de l'Oculus. C'est assez réactif, je veux dire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir contrôler la voiture depuis son siège, comme si on était dans une véritable voiture en fait. Et ça t'a pris combien de temps pour toi et ton équipe pour monter ce système d'objets connectés ? Alors ce projet-là, je l'ai fait tout seul et ça m'a pris à peu près 2 semaines.
Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il faut aussi penser aux usages qu'on va pouvoir en faire dans l'avenir, notamment dans le milieu médical. Alors oui, c'est vrai que je pense que ça doit rappeler pas mal de projets qui existent déjà, des projets de téléchirurgie, pardon. Donc aussi dans le domaine militaire, je pense que c'est quelque chose qui est souvent vu. Avec les drones. C'est ça, exactement, les drones ou les robots humanoïdes qu'on contrôle à distance. Donc c'est quelque chose qui existe déjà et l'idée là, c'est vraiment d'utiliser l'usage dans un domaine un peu plus civil, on va dire. Ouais, pour le fun quoi, hein, en tant qu'étudiant, j'ai l'impression. Et surtout avec des périphériques qui sont accessibles pour tout le monde au final. Puisque un volant, un Oculus, c'est accessible pour quelques dizaines d'euros. Bon, et tu comptes la réparer rapidement ou pas? D'ici 1 heure, ça devrait être possible. Bon bah dans ces cas-là, je vous invite tous à venir sous les nefs, dans le grand hall, là à côté de Stereolux, sous les nefs, avec les machines de Lille, pour venir voir Julien, étudiant à Epitech, avec ses 2 démonstrations, avec l'Oculus Rift pour Mario Kart et cet Oculus Rift, avec cette voiture qui est assez incroyable. Je retourne en plateau, Denis, et juste avant, on va lancer une avant-dernière capsule, la capsule du Man Today, c'est l'interview de Magali, et juste après, on va faire le défi Startup Contest, tout un programme. Regardez. Alors, on a un souci technique, c'est pas grave. Denis, est-ce que tu m'entends? M'aidez, Denis, nous oui, avons Vincent, un je t'entends. souci technique. Bon, alors, c'est pas grave. Si on peut me dire juste dans l'oreillette, est-ce qu'on va pouvoir régler ce souci technique ou est-ce qu'on passe directement au défi Startup Contest? Moi, ça ne me pose, en l'occurrence, aucun problème. Nous, on est prêts, il faut si juste vous me voulez. le dire. Sinon, on peut accueillir directement nos 2 start-upers. On va passer directement au défi Startup. Allez, on va alors, rejoindre... Denis, j'arrive dans 30 secondes. On va rejoindre nos 2 start-upers qui nous ont rejoints sur notre plateau. Guillaume de Poncet, bonjour, de Cowebo, et Terence Desclin de Wana. Bonjour. Bonjour. Alors demain, c'est le grand jour pour vous, début. Il semblerait, oui, c'est ça. Du Startup Contest. Ça. Vous aurez 4 minutes pour pitcher, pour convaincre le jury. Là, on vous propose une petite répétition. Voilà. Une petite répétition. Alors, vous n'aurez pas 4 minutes. Nous, on vous accorde 45 secondes. Il va falloir nous convaincre en 45 secondes. Et c'est Terence qui commence. Ok. Alors, on fait ça. Juste avant, alors c'est bien parce que du coup, tu as vraiment planté le décor, ça va pouvoir leur permettre de se mettre en jambes. On va lancer justement la capsule du Man Today tout de suite et on y va. Ok? On fait ça. Ok. Salut le Web Today. Première interview du Man Today, premier jour. Interview hashtag de Magali. Oh magie, elle est juste ici. Incroyable. C'est fou. Magali, interview hashtag. Ok. Alors, hashtag comment ça va? Hashtag ça va plutôt bien. Hashtag c'est parti. Hashtag Maxi. Hashtag Tweetwall. Hashtag c'est quoi ce qu'il faut voir ce matin? Hashtag faut tout voir, mais hashtag vous pourrez pas tout voir. Donc hashtag le lancement d'Axel Lemaire. Hashtag Quentin et Kwame de l'école 42 en micro. Hashtag tout le programme quoi. Ok. Hashtag sur le site internet. Hashtag sur le site internet. Hashtag sur les programmes papier aussi. Ok. Hashtag Web Today. Hashtag Man Today. Et de retour sur le plateau des off du Man Today, donc avec le grand défi Startup Contest. Attention, ils sont dans les stalles de départ. Nous avons donc d'un côté Terence, de l'autre nous avons Guillaume Dupousset. Donc chacun va pouvoir pitcher 45 secondes. Alors, et les gars, je rigole pas. Face caméra. Ouais, face caméra, 45 secondes en français. J'ai un chrono. Chrono. Je me fais taper sur Nico, les doigts si je suis trop long. Chrono. Ok. Ah bah tu es éliminé du Startup Contest. C'est pas compliqué. Dur. Attention, vous êtes prêts? Ok. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ok. Wana, c'est une application mobile que nous on qualifie d'outil social, c'est-à-dire que contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, on est ancré dans la spontanéité et la proximité. En gros, on vous propose de rentrer une liste d'amis au sein de votre application et la fonctionnalité principale, c'est de pouvoir indiquer ce que vous avez envie de faire, que ce soit aller au ciné, boire un verre, faire du sport, etc. En faisant ça, on sait qu'on crée des groupes de personnes qui vont être mis en relation pour faire la même chose. Nous, notre but, c'est de les lier à des établissements qui peuvent accueillir ces activités. Il faut savoir une chose, c'est qu'on veut aussi faire de la consommation intelligente, c'est-à-dire qu'on les envoie vers des établissements pour qu'ils puissent bénéficier de promotions et de réductions. En ça, on essaie d'être une application qui tend vers la reconnexion sociale. Donc notre slogan, c'est Connect a Little, Live a Lot. Oh, Voilà. formidable. Il te restait encore 5 secondes. 5 secondes. Dommage. 3, Voilà, c'est fini. 2, 1, c'est fini. Bravo, super. Merci. Félicitations. Merci. Vraiment. Ça t'a mis en jambe pour demain. Et attention, c'est parti pour Guillaume. Guillaume, mon ami, installe-toi. Il y a le chrono qui s'affiche à l'antenne. Alors j'ai les câbles qui se branchent. Alors, mais c'est pas grave si tu prends mon micro. Viens, installe-toi. Mets-toi juste au milieu si tu peux. Attends, on va échanger de micro. Ouais, exactement. Donc Guillaume, on va parler de Cowebo. De Cowebo. Attention, t'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1, chrono.
Bonjour, donc Coebo, c'est très simple. Je vais vous demander d'imaginer que vous avez une voiture, que vous arrivez au Web Today, que vous avez un accident. Et là, vous êtes stressé, vous êtes en retard, vous appelez votre assureur. Il vous demande la copie de votre carte grise, la copie de votre permis de conduire, le relevé de points de votre bonus, la copie de votre contrat d'assurance. C'est pénible, vous êtes stressé, vous avez autre chose à faire. Ce ne serait pas plus simple, très honnêtement, de recevoir simplement un email, de valider et de cliquer pour dire que tout est là? C'est ce que l'on fait chez Coebo. Coebo, c'est simplement une application online de gestion des contrats pour les assureurs. Félicitations. 45 secondes pile poil. Merci à vous deux. On vous souhaite bonne chance pour demain pour le Startup Contest. On va conclure cette émission. Alors juste pour vous rappeler, un rendez-vous, c'est mercredi, c'est jour des kids. Profitez-en pour les emmener au workshop de Jean-François Garot. Aujourd'hui, journée d'atelier d'initiation à la programmation et de découverte de l'informatique. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour devenir un geek. Merci Denis. On se retrouve demain. À demain, même heure, même endroit. Et n'hésitez pas à continuer de réagir via les hashtags #ManToday et les hashtags de la salle Maxi et Micro. On vous embrasse. Salut.